Bienvenue dans le monde du dilemme du roi. Le dilemme du roi est une expérience narrative, interactive et unique, remplie de fils narratifs enchevêtrés qui mènent à plusieurs fins. Le jeu vous demandera de signer de façon permanente, cartes, autocollants et paravents de joueurs. Le plateau sera irréversiblement altéré par les événements de jeu. Le nombre de parties jouables est fini et varie en fonction des choix effectués pendant votre aventure. En moyenne, vous jouerez une quinzaine d'heures, pour environ 15 parties. Tout d'abord, faisons un point sur le monde du dilemme du roi. Le Conseil. Vous êtes membre du Conseil, une entité politique qui gouverne au nom du roi et siège à Libra, la capitale du royaume d'Anklis. Vous représentez l'une des 12 familles nobles qui administrent les duchés et les marquisats constituant le royaume. Votre objectif principal est la prospérité d'Anklis. Cependant, vous essayez également d'accroître l'influence et le prestige de votre propre famille. La campagne de jeu se déroulant sur plusieurs générations, vous jouerez un représentant de votre maison différent à chaque partie, et non le même personnage durant plusieurs parties. Le royaume d'Anklis. Notre royaume est l'un des plus grands états du Liwick, mais ce n'est pas le seul. Anklis résulte de l'union de plusieurs royaumes jadis indépendants, conquis par la force ou unis diplomatiquement, qui furent incorporés au cours des siècles sous la forme de duchés ou de marquisats. Les frontières nord et sud d'Anklis sont incertaines, ces régions regorgent de pillards, d'assassins et de féroces tribus nomades. Le royaume possède une structure féodale. Les duchés et marquisats sont dirigés par des maisons, représentées par les joueurs. Ces familles obéissent au roi d'Anklis, mais ont aussi des comtes et des barons comme vassaux. Les maisons sont chargées, au nom du roi, du recrutement de l'armée, de la collecte des impôts et de l'administration de leur territoire. Le roi est assisté par le chambellan, qui traite avec le conseil de nombreux sujets d'ordre général. Le conseil peut aussi compter sur le trésorier royal, chargé du contrôle des finances et de la gestion économique du royaume. La société d'Anklis, complexe et dynamique, se divise en 5 classes. Les marchands, ce sont des hommes d'affaires qui gèrent des entreprises et financent des expéditions commerciales. Ils disposent généralement d'un revenu conséquent ou d'une fortune personnelle. Pour défendre leurs intérêts, les marchands d'Anklis ont formé des guildes locales. Elles ne parlent pas d'une seule voix, car certaines guildes ont des intérêts divergents, mais elles élisent régulièrement un maître ou une maîtresse des guildes, considérés comme neutres et qui s'adressent au conseil en leur nom. Les érudits, les plus brillants esprits du royaume sont généralement encouragés à rejoindre une université, où ils consacrent leur vie à la recherche et débattent des grandes théories. Ils sont dépourvus de véritable hiérarchie, hormis celle imposée par leur réputation et les fonds qu'ils parviennent à lever auprès des mécènes pour poursuivre leurs recherches. Néanmoins, ils ont une sorte de chef en la personne du recteur. Ce titre honorifique, attribué à vie par un vote, récompense le plus grand érudit de son époque. Le recteur est chargé d'informer le conseil des problématiques culturelles. Il nomme également la chancelière de la bibliothèque, qui aide le conseil à trancher les questions académiques et officie comme médecin de la cour. L'armée, recrutée par les ducs et les marquis mais placée sous les ordres du conseil, l'armée assure la paix et l'ordre dans le royaume. Les ordres stratégiques du conseil sont exécutés par 2 généraux, le haut commandant, qui signale directement au conseil les menaces extérieures et commande l'armée en temps de guerre, et la maréchale royale, qui dirige la garde du roi et intervient en cas d'émeute ou autre désordre intérieur. Les soldats de métier sont rares, la plupart sont des conscrits, des hommes et des femmes mobilisés quand les circonstances l'imposent, mais qui regagnent leur foyer en temps de paix. Les sujets, par leur nombre et leur résilience, ils forment la colonne vertébrale du royaume. Ils occupent pour la plupart des emplois modestes, ils sont agriculteurs, bûcherons, tailleurs ou mineurs. Ils ne possèdent presque rien, et le fruit de leur labeur leur permet tout juste de survivre. Leurs intérêts sont défendus par le tribun, qui est élu pour une durée de 10 ans et rapporte les problèmes du peuple au conseil. Le culte, les grandes prêtresses les plus influentes siègent au sein du cercle des béates. Une mère prieure est choisie parmi elles pour diriger le culte. Selon un rituel spécifique, on dit que la mère en personne guide cette décision. La mère prieure n'est pas considérée comme divine, mais elle s'occupe des questions de doctrine et est reconnue comme la voix de la mère ici-bas.
Autre personnalité majeure du cercle des Béates, la gardienne du sacre gère l'intendance du culte et siège souvent au conseil, où elle intervient sur les questions religieuses. La justice du royaume d'Anklis se base sur le principe du talion. Chaque tort causé doit être suivi d'une sanction équivalente, afin de rétablir l'équilibre. Plus le crime est sérieux, plus le verdict sera sévère. Les délits les plus courants sont traités par des juges locaux, bien qu'on puisse solliciter le pardon du duc, du marquis ou même du roi. Les cas les plus épineux sont pour leur part confiés au premier juge, qui dirige la cour de justice de Libra. Cet homme de loi sage et expérimenté étudie ses affaires et soumet son avis au conseil. Anklis, quoique très puissant et influent, ne règne pas sur le monde. Les habitants d'Anklis connaissent deux continents, le Liwick, au nord, où se trouve notre royaume, et le continent sud, presque entièrement inexploré, seulement connu pour son terrible désert ivoirien et les légendes que rapportent les rares voyageurs étrangers osant s'aventurer sur nos terres. Anklis se partage une frontière avec Muir, au nord-ouest. Il y a quelques dizaines d'années, les deux royaumes avaient une superficie comparable, mais suite à sa défaite contre Anklis en l'an 143, Muir est désormais beaucoup plus petit. Néanmoins, ce royaume est plus avancé d'un point de vue culturel et technologique. Le royaume de Sidlada, au sud d'Anklis, petit et pauvre, n'a pas grand-chose à offrir. Totalement inoffensif, il n'a pas encore été conquis par ses voisins pour une raison simple, ces terres fétides sont plus coûteuses à administrer qu'à conquérir. La République de Copia, malgré ses terres froides et rocheuses situées au nord-ouest du royaume d'Anklis, possède des capacités commerciales défiant l'imagination, qui compensent l'hostilité de son territoire. Son chef, le Doge, est élu tous les 5 ans parmi les marchands les plus compétents. Malgré ses pouvoirs limités, il dirige une armée de mercenaires et, surtout, possède un droit de veto sur les décisions de la Banque aux cartes, l'un des établissements financiers les plus puissants du monde. Au-delà de la mer de Seil, l'empire Kazuk s'étend loin à l'est. Ces terres étant principalement constituées de steppes arides, gelées en hiver et impossibles à cultiver, ses habitants vivent pour la plupart sur les rives de la mer de Seil, et notamment dans le golfe mer d'Huile. L'empereur ne se sépare jamais de sa garde personnelle, composée des meilleurs guerriers du Nord. Il vit dans le luxe et l'opulence, tout comme ses fonctionnaires et ses nobles, tandis que son peuple souffre, endurant misère et oppression. À l'exception des cités-États de la côte, le continent sud a à peine été exploré. L'intérieur des terres semble constitué d'une étendue aride et inhospitalière, l'immense désert ivoirien, coupé en deux par la haute chaîne des monts Nebula qui le traverse du nord au sud. Le culte de la mer est la seule religion du royaume d'Anklis et de la plupart des autres terres connues. La mer est considérée comme la seule véritable déesse. Elle et ses 8 saintes filles sont révérées comme des figures bienveillantes. Toutefois, le paganisme subsiste, notamment dans les endroits reculés. Le culte le traite comme une superstition, assurant que les dieux païens sont sans doute des interprétations fautives des saintes filles. La religion du culte repose sur l'idée que tout est créé et régénéré par la mer. Lorsqu'on meurt, on retourne à la mer matrice, où l'on est régénéré avant de renaître. La naissance et la mort ont la même importance. La naissance ne peut être empêchée d'aucune manière, et les cadavres doivent être enterrés pour pouvoir retourner à la mer. Le culte affirme que la mer a jadis arpenté ce monde dans le corps d'une femme pour élever l'humanité au-dessus du rang animal, mais qu'elle n'était pas humaine. Par le passé, cette affirmation dogmatique a été remise en question par plusieurs théories hérétiques. Une célèbre hérésie suppose l'existence d'une 9e fille. Elle affirme que la mer n'était pas une déesse immortelle, mais l'impératrice d'une civilisation antique, et qu'elle appartenait à une dynastie matrilinéaire où la 9e fille héritait du pouvoir. Une autre hérésie assure que les saintes filles sont aussi divines que la mer, elles seraient en fait ses sœurs, et la mer elle-même serait la 9e fille évoquée plus haut. Une autre encore affirme que les saintes filles étaient en réalité d'antiques dieux païens vaincus et assujettis par la mer. Toutes ces théories sont vigoureusement réfutées par le culte. Le culte vénère la mer et ses saintes filles comme une unité, mais les sujets peuvent demander les faveurs d'une fille en particulier, en fonction de leurs besoins.
Les saintes filles ont une nature double, elles représentent chacune une vertu qu'elles ont offerte au monde, ainsi que la prévention d'un vice qui pourrait naître d'un excès de cette vertu. En ce sens, les saintes filles représentent l'harmonie et l'équilibre. Ceux qui veulent du courage, mais sans l'imprudence, prieront-ils d'eux. Ceux qui veulent de la force et de la vigueur, mais sans la violence, prieront Ursale. Ceux qui prient obtiendront la sagesse et éviteront la folie. Ceux qui cherchent la créativité, les arts et les jeux, prieront Lyria et sauront quand finit le temps de l'insouciance. Aria, patronne de l'amour, prend soin d'éviter la jalousie. Ceux qui veulent que leurs affaires prospèrent demanderont à Raëlla d'intercéder en leur faveur et feront fortune, à condition de rester généreux. Kerta apporte la justice, mais toujours avec clémence. Ceux qui cherchent le repos ou pensent mériter un festin après avoir fourni un effort intense prieront Myr et éviteront ainsi de sombrer dans la paresse. Le culte de la mère n'accepte que des femmes dans ses rangs. Les prêtresses du culte, qui s'appellent simplement sœurs entre elles, vivent dans des abbayes. Elles peuvent avoir des relations amoureuses et des enfants, mais généralement elles ne se marient pas, même si cela ne leur est pas formellement interdit. Elles ont le droit d'élever leurs filles dans les abbayes jusqu'à leur puberté. Les jeunes femmes ont alors le choix entre devenir elles-mêmes prêtresses et partir. Si une prêtresse donne naissance à un garçon, il devra être élevé par son père, hors de l'abbaye. Les abbayes sont de taille et de formes diverses, mais, des plus petites, constituées de 2 pièces, aux plus grandes pouvant accueillir des centaines de prêtresses. Toutes sont composées d'un espace public, où les croyants se rassemblent et assistent aux cérémonies, et d'un espace privé, où les prêtresses vivent et effectuent des rituels spécifiques. Ce dernier est réservé aux religieuses, et, si certaines profanes y sont parfois invitées, les hommes y sont totalement proscrits. Les plus grandes abbayes sont dirigées par une personnalité élue, la grande prêtresse. Aujourd'hui, Anklis est l'un des royaumes les plus vastes et les plus puissants du monde, et vit en paix depuis plusieurs décennies. Cependant, il y a moins de 200 ans, il éclata en une myriade de petits royaumes et de tribus de pillards. On connaît mal ce qui a précédé cette période de fragmentation, mais une chose est sûre, les terres de l'actuel royaume d'Anklis, ainsi que la plupart des autres terres connues, ont été dominées par plusieurs civilisations disparues au cours des siècles, dont les vestiges monumentaux sont présents dans la plupart des villes du pays. Il ne reste que quelques vestiges de cette grande civilisation, sur les côtes de l'océan de Siar et de la mer de Seil, comme de gigantesques phares en ruine ou des chantiers navals qui, modernisés au cours des siècles, sont toujours en activité. On dit que, par le passé, cet empire s'étendait au monde entier. On trouve des ruines plus anciennes dans le sud d'Anklis. Dans de nombreuses villes, la place du marché est construite autour de ces structures, et quelques obélisques en grès sculptés ont bravé l'usure du temps. Leurs bas-reliefs décrivent principalement des scènes d'échange, suggérant que le commerce était l'activité principale de cette civilisation. Les historiens s'accordent sur le fait que les abbayes les plus anciennes et les plus vétustes de notre royaume, et au-delà, ont été construites par Omad, le légendaire premier roi, un personnage historique presque mythique. Il est supposé avoir régné sur le monde entier, et, même si tout cela remonte à plusieurs siècles avant la création d'Anklis, notre famille royale prétend descendre de lui directement. Aujourd'hui, plus que pour ses exploits militaires, il est glorifié pour avoir apporté le culte de la mer sur notre continent et converti les tribus païennes du Nord. Il était si illustre que chaque État assure être son lieu de naissance. Certains historiens soupçonnent l'existence d'un autre empire oublié, qui a peut-être été le berceau de la civilisation. Cette hypothèse est basée sur les nombreuses copies d'un artefact légendaire disparu depuis des siècles, la carte dorée, un objet que nous cherchons depuis des décennies, en vain.